Si je t'appelle aujourd'hui, c'est simplement pour que tu narrationnes une petite histoire. Ok. J'aimerais, s'il te plaît, que tu me racontes l'histoire du vocabulaire lacunier. Ah. Ok. Vas-y. Ok. Donc, parfois, je sais pas utiliser mes mots. Des barbarismes. Du coup, Elsa m'a souvent dit que j'avais un vocabulaire lacunier. Ça me faisait un peu mal, mais je le prenais quand même, tu vois. Parce qu'elle avait pas tort. Oh, mon test, il est négatif. Ah, génial! Un jour, je ressors à la table de la cuisine. Tu as un vocabulaire lacunier. Puis là, on me dit, non, c'est lacunaire. C'est plutôt ironique, étant donné qu'Elsa s'est foutue de la gueule de mon vocabulaire, mais qu'elle n'a pas de vocabulaire elle-même. Voilà. Génial! Bah écoute, Merci. C'est pas tant la stupidité qu'il faut tirer de cette anecdote, mais surtout ce qu'elle illustre, à savoir notre utilisation maladroite du langage. Évidemment, l'erreur est humaine, mais le langage est aussi trompeur. Sa substance est tellement subtile que, pour pouvoir la maîtriser, on est obligé de la simplifier par des concepts qui, en réalité, sont fictifs. Parmi lesquels on trouve le synonyme. Par conséquent, notre maîtrise du langage est elle aussi fictive. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à des mots qu'on pense identiques, mais qui sont en fait différents. Si vous êtes vous aussi zinzin, donc vous aussi passionné par quelque chose d'aussi futile que les nuances de langage, je vous invite à me suivre dans cette aventure. Les sentiments et les émotions, c'est pas la même chose, pourtant, on les interchange constamment. Ça s'explique très probablement par le fait qu'ils désignent tous deux un type de sensibilité. Mais pas la même. D'abord, l'émotion, c'est la réaction instantanée à quelque chose d'extérieur. Que cette réaction soit mentale ou physique, donc qu'elle se traduise par de la tristesse ou des larmes, elle est immédiate et limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a un début et une fin, et qu'entre ces deux limites, il y a une intensité. Autrement dit, l'émotion, c'est passager, mais c'est fort. En contraste, le sentiment n'est ni intense, ni éphémère. D'ailleurs, il ne peut pas être l'équivalent de l'émotion, puisqu'il est sa continuation. Le sentiment est provoqué par l'émotion. En gros, il se construit sur elle et aboutit en un état d'esprit durable. Pour reprendre notre exemple, la tristesse et les larmes permettraient au sentiment de mélancolie de se construire. Avoir un sentiment, c'est prendre en compte une émotion. Si j'ai choisi ce livre pour illustrer cette section, c'est surtout parce que son titre s'y prêtait, mais aussi parce que je l'ai tout bonnement lu. Ainsi, si cela vous intéresse, voici mon avis dessus lorsque je l'ai terminé en 2021. À présent, reprenons. Puisque ces deux termes s'articulent autour de la même racine et que leur signification est similaire, sans être synonyme, il est facile de les confondre. Sauf que c'est pas pareil. Quelqu'un d'égoïste, on le sait, c'est quelqu'un qui privilégie son intérêt personnel. Quelqu'un dont le monde tourne autour de lui-même. En ce sens, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'égoïsme n'est pas un défaut. C'est normal, et presque inévitable, d'être le personnage principal de sa propre vie. Quand on parle de défaut, on parle en fait d'égocentrisme. Ici, non seulement est-on centré sur soi-même, on attend que les autres soient eux aussi centrés sur nous. L'égocentré fait attention au regard des autres, alors que l'égoïste, justement, est égoïste. Focus sur lui-même. Être égocentré, c'est être le noyau de son propre monde et vouloir être celui du monde des autres. J'ai pris ce livre parce qu'il est philosophique et que la distinction entre égoïsme et égocentrisme est en fait philosophique. Ça, c'est ce que j'en ai pensé. On y retourne. Ça peut paraître évident, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Convaincre, ça n'est pas persuader. Certes, ces deux termes désignent le fait de pousser quelqu'un à penser d'une certaine façon. Mais ils se différencient l'un de l'autre dans la mesure où l'un s'attaque au cerveau, là où l'autre se concentre sur le cœur. En d'autres termes, ils ont le même but, mais pas les mêmes moyens. Déjà, convaincre, c'est mobiliser des arguments logiques pour faire appel à l'intelligence. Autrement dit, c'est inciter quelqu'un à reconnaître un point de vue en sollicitant sa raison.
Le problème, c'est qu'avant même de pouvoir être convaincu, cette autre personne doit avoir la capacité mentale de comprendre les arguments. Alors, une autre technique semble nécessaire, et c'est là qu'il est pratique de pouvoir persuader. Le concept, c'est de jouer avec les émotions d'autrui pour engendrer un sentiment favorable au point de vue qu'on essaye de transmettre. Ici, aucun niveau intellectuel n'est impliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est à te laisser manipuler. Ce livre n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on vient de dire, je l'ai juste kiffé. La preuve, on continue. Encore une fois, nous sommes face à des termes qui sont très proches, mais qui en vérité se distinguent. Cette distinction peut vous paraître inutile, mais je vous ai prévenu en début de vidéo, il faut être zinzin pour s'intéresser à ce genre de choses. L'horreur et la terreur caractérisent toutes les deux la peur, mais évidemment pas la même. D'une part, la terreur, c'est une expérience corporelle. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se traduit par des réactions physiques. D'autre part, l'horreur, c'est une expérience émotionnelle. C'est une réponse à ce qui se passe à l'extérieur et non à l'intérieur de nous-mêmes. Toutefois, l'élément le plus important, c'est que la terreur désigne le moment avant l'horreur. C'est l'anticipation. Quand la chose qu'on anticipe arrive et qu'on a peur, on n'est plus terrifié, mais horrifié. En bref, la terreur, c'est brut, alors que l'horreur, c'est digéré. Celui-ci est intéressant parce qu'il place des éléments surnaturels dans un contexte complètement naturel, et c'est justement ce décalage qui crée la peur du lecteur. Bien que je ne l'ai pas nécessairement senti. Mais c'est qu'un détail. Quand quelqu'un exprime ce qu'il ressent, on peut éprouver de l'empathie et on peut éprouver de la sympathie. En ce sens, ces réactions ont la même forme, c'est-à-dire que c'est des réponses à ce qu'on nous dit. Mais elles n'ont pas le même fond. Là où l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour se représenter son état, la sympathie, c'est avoir déjà vécu ce que quelqu'un est en train de vivre et par conséquent être capable de comprendre ses sensations. L'empathie, c'est imaginer un sentiment, alors que la sympathie, c'est le partager. Encore faut-il savoir ce qu'est un sentiment. Les sentiments et les émotions, c'est pas la même chose, et si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous êtes zinzin. Mais pas de panique, j'ai plein d'autres vidéos pour les fous.